chaque mois. Et tu vois, sur nos 25 000 clients, il y a 90% qui chaque mois sont prélevés. Donc en fait, nous, on a un effet boule de neige de dingue. Bah, tu dois apprendre à déléguer et je pense que c'est l'étape un peu importante pour scaler. Comment vous utilisez aujourd'hui l'IA avec Ouais. Multiplacement? Putain, c'est un bon sujet. J'avais fait 1 an au lycée aux États-Unis. Pédagogiquement, là-bas, ils sont éduqués bien plus tôt. Gros, j'ai créé la boîte il y a 7 ans, 3 ans de galère pour obtenir les agréments pour pouvoir se lancer. Quand on a 150 millions sous gestion, qu'est-ce qu'on fait en tant que CEO? On vient de finir la levée de 10 millions, donc Salut à tous pour ce nouvel épisode un peu particulier avec un invité, Thomas Perret, le fondateur de Multiplacement. merci Raph pour l'invite. Merci Chiara. Avec plaisir, merci d'être là. On va commencer par une petite question. Thomas, à partir de quel moment tu as commencé à prendre conscience qu'investir son argent était important? Je pense que j'ai la chance de prendre conscience de ça très tôt, genre je dirais à 15 ans. Parce que je suis fils de banquier et petit-fils de banquier, donc je suis vraiment dans le cliché parfait, tu vois, j'ai été bercé là-dedans avec des modes démo ou placer de l'argent que j'avais pas parce qu'avant 18 ans, je ne peux pas le faire. Ok. Et tu as commencé les études un petit peu en finance aussi à 18 ans. Ouais, enfin j'ai commencé en prépa, donc assez généraliste. Effectivement, j'ai fait une école d'ingé où la porte de sortie, c'est souvent des métiers dans la finance. Et ta spé en école? Et ma spé, c'était l'actuariat, donc un domaine assez spécifique. En gros, c'est les geeks des maths qui font des modélisations, notamment dans les compagnies d'assurance, pour essayer de prévoir combien de fois ta moto va se crasher et du coup, combien tu vas payer ta prime d'assurance. Et en fait, ça s'applique assez bien dans la finance pour essayer de prévoir les modèles des marchés, qu'est-ce qui peut se passer et comment tu peux pricer les différents produits des marchés financiers. C'est un peu technique, mais… Ouais. Quand tu as commencé les études, tu savais pas que tu voulais faire ça. Non, mais encore une fois, je te dis, je suis fils de banquier, Ouais. petit-fils de banquier, je savais que j'allais être dans cet univers. Et du coup, je me mettais dans une voie, je dis, il fallait faire des maths. Et ça me permettrait d'ouvrir un spectre assez large. Tu vois. Ouais, ok. Et l'école, en quelque sorte, t'a poussé un petit peu dans ce moule au final. Et l'école a poussé dans le moule, mais le switch, il s'est vraiment fait sur mon premier stage. Ouais. Où en fait, je trouve que c'est là où tu rentres de la théorie à du concret. Et c'est là où mon passé un peu familial et le réseau a aidé à rentrer dans la finance. Tu vois. Ouais. Sachant que, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas Multiplacement, c'est une fintech française, lyonnaise, que tu as fondée en 2017. Exactement. Et avant 2017, tu as commencé tes stages en investment banking. Ouais, chez Natixis à New York. Mon premier job, c'était un an chez Natixis où en fait, justement, on faisait un peu des deux de ce qu'on a rapidement évoqué, c'est-à-dire que on travaillait pour des entreprises françaises qui ont une filiale aux États-Unis. Donc, on travaillait avec Sanofi US, Total US, par exemple. Et le système de retraite, là-bas, c'est ils mettent de l'argent dans un fonds. Et c'est ce fonds, c'est pas l'État, mais c'est ce fonds de l'entreprise qui va te permettre de payer les retraites. Et donc, nous, on faisait deux choses. Un, on essayait de prendre tous les salariés de Total US et d'estimer quand est-ce qu'ils allaient mourir pour savoir combien de retraites il fallait, enfin, combien de provisions il fallait mettre dans le fonds pour ces retraites. Ouais. Donc, admettons que nous, on faisait les calculs, on disait, OK, ils vont mourir dans 30 ans parce qu'ils viennent de telle ville et tout. Il faut mettre 100 millions dans le fonds. Ce que faisait Total US, c'est qu'ils souvent, ils investissaient 80 millions et ils disaient à Natixis, aidez-nous à les placer pour que ça devienne 100 dans 30 ans et que nous, les retraites ne nous coûtent pas 100 mais 80. Quoi. Okay. Donc voilà, donc un peu de maths et un peu d'investissement d'asset management. Et ça t'a plu ou justement maintenant après, il me semble que tu as directement après, tu as un petit peu tombé dans l'entrepreneuriat direct après. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ah non, je veux absolument pas continuer dans cette voie-là? Sachant que tu étais jeune, tu avais 24 ans. Tu étais très jeune. J'avais 24 ans, donc je fais un an à New York. Je suis rentré un an à Paris dans cette même boîte chez Natixis en faisant le même métier, mais du coup à distance parce qu'il n'y a pas ce système de fonds de pension en France. Et en fait, le fait de commencer de faire New York, Paris, j'ai vraiment eu le choc de avoir l'étiquette tu as 25 ans, tu vas faire des presses PowerPoint. Oui. Et donc le fait de faire New York puis Paris m'a fait dire que je ne pouvais pas… j'ai connu ce que c'était de monter assez vite, d'être en front en face du client. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, je vais tenter à 25 ans l'aventure entrepreneuriale. Et au pire, je saurais bien marketer mes 2 ans d'expérience en investment banking pour revenir sur un job en banque. Quoi. Ouais. Et cette expérience, elle t'a servi pour entreprendre ensuite? Alors, elle m'a servi en termes de storytelling, de crédibilité, parce que j'ai beaucoup dit, et d'ailleurs encore sur ma bio LinkedIn ou sur BFM, je dis ça, que j'ai travaillé 2 ans en banque d'investissement et que ça me donne la crédibilité pour conseiller des gens. Mais en termes de skills techniques, j'ai fait 2 ans post-école, donc j'étais vraiment très junior.
Donc c'est pas ça qui fait qu'aujourd'hui mon petit placement en est là, mais ça m'a permis vraiment de me lancer et d'être crédible. Ouais, ça t'apporte le réseau aussi. Je pense Ouais. que c'est le truc un petit peu le plus important. Et comme tu dis, la crédibilité, surtout toi qui as levé avec mon petit placement, bah, voilà, on sait que. C'est super important. C'est vraiment la première brique. Enfin, moi, ça a été ça. Ça m'a permis très vite d'avoir un board d'advisor. Mais j'avais mon ancien patron de Natixis New York, qui Ouais. était un mec qui était à mon board. J'avais le directeur d'une banque en Suisse. J'avais un de mes oncles qui était l'ancien patron de Nestlé. Et le fait de. Eux, ils se sont dit, bah, on a un mec qui a fait une école d'ingé, qui a travaillé un peu en banque à New York, donc il doit être crédible. Donc on peut l'accompagner. Donc après, j'ai dit à des potentiels investisseurs que j'avais un board sérieux. Donc tu vois, c'est un peu l'effet boule de neige qui fait que c'est la première brique super importante. Ouais. Et mon petit placement, aujourd'hui, est-ce que tu peux expliquer très rapidement ce que c'est? Parce qu'on a dit fintech, mais Ouais, quel c'est type de plus fintech? concrètement. Mon petit placement, concrètement, c'est une app qui permet d'épargner son argent en bourse simplement, sans avoir à être expert, sans avoir à regarder tous les jours. Et pour autant, on fait un travail de sélection, c'est-à-dire que les produits qu'on te propose, dans lesquels on propose d'investir, c'est des produits type Rothschild, type Lazard, type JP Morgan. Donc le pitch un peu, c'est de dire on donne accès simplement à des produits auxquels normalement tu n'as pas accès si tu n'as pas 100 000 ou 300 000 euros à placer. Donc nous, c'est des 300 euros. Et on est historiquement une boîte un peu pour les jeunes actifs, par les jeunes actifs. Tu vois, la moyenne d'âge de nos clients, c'est genre 28 ans. Ouais. Donc c'est vraiment essayer d'être dans la démocratisation de l'investissement en mettant un pied à l'étrier de l'investissement pour les néophytes ou ceux qui veulent se lancer, quoi. Ouais. Et ton idée, elle est venue d'où en fait? Parce que bon, tu plongeais déjà dans ce milieu, mais je dirais, si tu n'avais pas ce background un petit peu familier dans le domaine de la finance, ton problème au final, parce que quand tu crées une entreprise, tu identifies un problème. En fait, il vient de plein de petits trucs. Tu vois. Je ne peux pas Ouais. dire que c'est un déclencheur, mais c'est ça, bien sûr. j'ai l'impression qu'il y a plein de signaux faibles. Il y en a un qui est un signal produit, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques produits financiers que je connaissais notamment par l'intermédiaire de mon père, qui sont accessibles qu'à certaines personnes et pas à d'autres. Et donc le pitch initial, c'était de dire, toi aussi, accède à des produits auxquels tu n'as pas accès aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on est plus large parce qu'on n'est plus juste sur des produits, mais on est sur un univers avec de la pédagogie, de l'accompagnement. Mais il y a un an, je connaissais un ou deux produits où le minimum c'était 100 000 euros, alors que les produits faisaient 10 ou 15% de rendement par an. Et je me suis dit, ça c'est unfair, sachant qu'il n'y a pas de barrière concrète, c'est juste que tu te rémunères plus sur un mec à 100 000 balles, Bien sûr. mais tu pourrais découper en petites parts de 1 000 euros et y avoir accès. Donc il y avait ça. Il y avait le fait que je vous ai dit, moi j'ai commencé à prendre conscience assez tôt de la bourse, l'univers, et je vois bien qu'il y a un peu je sais pas, une lubie autour de ce sujet de la bourse. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le cas, moi j'ai 30 ans il y a 15, enfin quand j'avais 15 ans, donc il y a 15 ans et c'est encore aujourd'hui. Ouais, Il y a ouais. un peu, ça attise une curiosité, les gens se disent c'est opaque, c'est complexe, c'est pas pour moi, mais j'ai envie de tester aussi. Donc tu vois, j'ai mixé un peu cette connaissance produit, le fait que je sens qu'il y a un tabou, mais dans le bon sens du terme, Ouais. autour de la bourse, les gens ont envie d'y aller, et une envie entrepreneuriale d'y aller. J'ai mixé ça, je me suis dit, vas-y, allez, il faut trouver une excuse pour se lancer, Ouais, et voilà. Sachant que quand tu t'es lancé, c'était pas trop à la mode encore, l'investissement en ligne en bourse. Non, à la fois, c'était pas trop à la mode par rapport à aujourd'hui, et à la Par rapport à fois, aujourd'hui, ouais. je me souviens très bien quand je me suis lancé, il y avait déjà Yomoni, Ouais. Nalo, il y avait déjà d'autres acteurs. D'ailleurs, je fais la pub pour mes concurrents, mais, où on me disait mais qu'est-ce que tu vas apporter de plus que eux? Il y a déjà des plateformes en ligne. Donc en fait, c'est à la fois toujours trop tard et toujours trop tôt. De toute façon, c'est pas parce qu'il y a un concurrent que tu ne dois pas le lancer au final. Surtout sur un sujet comme l'épargne qui touche tous les Français. Et donc il y aura toujours, et même dans 10 ans, je suis sûr qu'il y a un mec qui fera un peu comme mon petit placement, mais qui apportera une fraîcheur différente, une nouveauté, et il sera pertinent, quoi. Ouais. Bah, ça tombe bien parce que. Alors, moi, j'étais en stage chez mon petit placement. Pendant 6 mois, c'était mon premier stage pour ceux qui ne savent pas. Lors de la levée de fonds, tu avais fait une anecdote sur la taille du marché. Moi, ça m'avait un peu choqué parce que j'y connaissais rien. Et tu disais la taille du marché de l'épargne en ligne, enfin pas en ligne, de l'épargne globalement, était énorme. Et c'est sur ça que tu jouais auprès des investisseurs, malgré tous les concurrents. Ouais, bah en fait, tu peux justifier d'avoir énormément de concurrents si le gâteau à partager est énorme. Et effectivement, pour donner quelques chiffres, il y a 5 000 milliards d'épargne financière sur des livrets en bourse et tout. Et sur ces 5 000 milliards, il y a à peu près la moitié, donc 2 500, qui sont soit sur les comptes courants, soit sur des livrets A, soit sur des livrets réglementés autres, soit sur un peu du fonds euro. Mais donc nous, le pitch, c'était de dire, les gens ont de l'épargne qui dort.
enfin de côté, et la moitié de cette épargne, elle rapporte rien. Et du coup, notre job, nous, ça va être de travailler sur l'épargne qui dort et d'essayer de la faire switcher un peu vers du plus dynamique pour faire gagner plus d'argent aux Français, quoi. D'un côté, ouais, tu les rassures aussi parce que aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de personnes qui se disent bon bah j'y comprends rien à la finance, on reviendra dessus, j'y comprends rien, c'est risqué, donc j'ai envie d'avoir mon cash sur le compte en banque, même si ça prend juste 1%, c'est pas grave, je veux l'avoir sur mon compte en banque. Et c'est dû, je pense, au fait, cette vision-là, de se dire bah en fait la bourse, ça me fait peur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bourse égale le crash quand il y a eu le crash. Donc, Il y a un vrai sujet sur ça. Et moi, pour avoir commencé ma carrière aux États-Unis, où Ouais, en fait, en tu es plus. obligé pour ta retraite et tout de placer en bourse Ouais. parce que sinon, tu n'auras pas de retraite. En tout cas, elle sera moins importante que ce que tu peux espérer. Et ben, je vois le delta entre des deux Bien côtés sûr. de l'Atlantique, c'est énorme. Donc, même si la marche, elle est grosse, il faut faire beaucoup de pédagogie, beaucoup Ouais. de simplicité, beaucoup d'accompagnement. Euh, démystifier, quoi. Ouais, il faut démystifier, mais je pense qu'il y a une petite prise de conscience, mais on part. C'est dû à quoi cette grosse différence entre les États-Unis et la France? En fait, en France, il y a un truc un peu marché qui est que tu as des produits sans risque qui rémunèrent bien. Quand tu prends le livret A, 3% net de frais, parce qu'il n'y a pas de frais, net de fiscalité, c'est un équivalent de 4,5% sur d'autres produits avec un peu de risque. Tu n'as pas de risque, tu as accès en un clic sur ton app bancaire. Donc en fait, on a habitué les Français à ne pas avoir à prendre de risques, ne pas avoir à s'éduquer. Alors qu'aux États-Unis, tu as beaucoup moins de produits garantis comme ça et tu es obligé de découvrir un petit peu en marchant les produits financiers. Donc, Est-ce que tu considérais qu'en France, justement, on est plus assisté qu'aux États-Unis, justement? Alors- Alors, le mot est un petit peu. En fait, je dirais, pour avoir fait pas mal d'études sur ça, parce qu'on a voulu beaucoup communiquer sur ça, d'un point de vue éducation, on n'a pas de retard. Ouais. C'est-à-dire qu'on est presque même plus éduqué que les Américains, mais d'un point de vue culturel, Ouais. on est vraiment en retard. Donc, C'est ça. je ne sais pas si c'est l'assistanat, si c'est les systèmes français, si c'est les banques, mais ouais, il y a un retard culturel. Mais comme pédagogiquement, on n'a pas de retard, je pense qu'il se rattrape. Je suis peut-être pas d'accord. Ah ouais? Parce que pédagogiquement, là-bas, ils sont éduqués bien plus tôt qu'en France. J'avais fait 1 an au lycée aux États-Unis. Et alors, par exemple, que ce soit sur le permis avec la voiture, eux, ils peuvent conduire une voiture à 15 ans et demi, 16 ans. Bah, nous aussi, en vrai. Avec le Nous, permis, c'est à 18. conduite accompagnée. Non, mais au-delà de ça, à 18 ans, même avant, les parents, ils investissaient pour eux et ils leur disaient comment investir. Et à 18 ans, mes potes, ils avaient tous 50 actions Apple, McDo, tout ce que tu veux. Alors que nous, à 18 ans, il y a très très peu de personnes de 18 ans qui sont éduquées à ça. Ouais, mais c'est ce que je dis, c'est culturellement, en fait, ils ont des actions Apple. Et donc, mais par contre, si tu fais un questionnaire, il y a des questionnaires qui ont été faits sur qu'est-ce qu'une action, ils sont pas forcément, ils sont moins éduqués que nous. Ouais. Mais par contre, ils ont dans leurs habitudes le fait d'avoir des stocks Apple, d'avoir investi un petit peu. Il y a une appli qui s'appelle Robinhood aux US qui a, je crois, 5 millions d'utilisateurs où en fait 5 millions. Ouais, 5 millions. Et du coup, tu peux placer quelques dizaines d'euros très simplement. Il y a presque un effet de mode autour de ça. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est la différence vraiment entre pédagogie, ce que tu vas comprendre et apprendre. Tu vois, par exemple, aux US, quand tu fais des études, je trouve que malgré tout, en France, il y a quand même cette hype autour de la finance, surtout en école. On te pousse un peu à faire de la finance. Aux US, c'est très autour de la tech, tu vois, ce qui est moins présent en France. Ce côté très start-up, self-made man, un peu le truc American Dream. Bon, après, bullshit ou pas, on peut en discuter. Mais ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue, je pense, en effet, je rejoins Thomas, genre pédagogie financière, compréhension du sujet, la théorie exactement. On est, je pense, plus théorique sur le sujet. On pourra revenir sur ce débat. Ouais. Ouais, Je pense qu'il va durer très longtemps. ouais, c'est sûr, ça peut durer très longtemps. Aussi, nous, notre thème du podcast, c'est un peu tout ce que l'école ne t'a pas appris. Ouais. Toi, tout ce que tu fais, c'est aussi apprendre aux gens qui ont des enfants de préparer leurs études, eux préparer leur retraite, gérer un budget. Tout ça, est-ce que toi, tu trouves qu'on te les a apprises à l'école? Non, mais de manière générale, moi je pense que l'école doit te permettre, un peu comme moi, ça m'a donné la graine de pouvoir faire ensuite travailler chez Natixis à New York pour qu'on puisse faire l'entrepreneuriat. Donc ça doit être un socle de base. Mais en fait, la théorie scolaire seule, sans un peu de pratique, tu n'utilises pas du tout pleinement ton potentiel. Et je pense que l'entrepreneuriat, que mettre 100 € en bourse une fois pour tester, que essayer de lancer son propre podcast, en fait, apprendre en faisant, c'est vraiment le meilleur moyen de dupliquer
sa connaissance, son savoir et du coup d'accélérer sa carrière, quoi. Mais tu penses que justement l'école te pousse un petit peu à faire ça? Parce que bon, c'est vrai que, bon, après je parle plus école de commerce, toi tu es plus allé vers ingénierie financière, mais tu vois, typiquement j'ai l'impression, peut-être moins, mais en école on te pousse justement vers cette étape un petit peu, voilà, tu dois faire de la finance ou peu importe, un autre métier, tu dois rentrer dans le salariat. Donc justement, j'ai l'impression que parfois on ne te pousse pas à prendre cette liberté ou en tout cas on ne te pousse pas à la pratique. Et donc je pense que ça c'est vraiment un truc important parce que moi je comprends qu'en école de commerce ou même en école d'ingé, tu puisses pas trop aller dans la pratique parce qu'en fait c'est hyper large. Quand tu même finance, tu peux tout faire et rien faire et tout. Et donc tu ne peux vraiment comprendre concrètement en faisant, donc en faisant plusieurs stages, en faisant des formations sur Internet. Par contre que philosophiquement ils te disent, nous on peut te donner le socle 1 et qu'il faudra que tu fasses de la pratique soit après le soir, soit le week-end, soit dans tes stages. Je pense que ça effectivement il faudrait vraiment véhiculer ça. Et en plus, ça serait important pour ta carrière, mais aussi pour ta vie perso, sur découvrir, ça peut être vrai pour le bricolage, pour placer ton argent. Tu peux découvrir des passions parce que je pense qu'aujourd'hui, alors peut-être qu'on n'est pas d'accord, mais les jeunes acceptent moins qu'avant, je trouve, en termes de, tu vois, ce qu'on va t'imposer au travail, je trouve. Hein. Du coup, non mais c'est vrai. Fais gaffe, l'ambiance sur mon placement est très rude. Ah ouais. Attends, on peut en parler, ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, le fait que l'école te pousse un petit peu dans cette philosophie de découverte, parce qu'il y a plein de gens qui se disent, je sais pas, j'ai pas de passion, je sais pas quoi faire, donc je dois faire ça. Mais si on te pousse un petit peu dans cette philosophie-là, de découverte, même de toi-même, de ce que t'aimes, bah, ça peut aussi t'ouvrir d'autres portes, parce qu'au final, ben, t'acceptes pas peut-être comme nos parents. Enfin, nos parents, tu sais, c'était là en mode, ouais, c'est pas grave si je bosse. C'est tellement plus valorisant. C'est ça. Mais moi, je comprends que c'est peut-être pas forcément pour tout le monde, qu'il y en a qui ont besoin de tranquillité. Mais c'est sûr que sentir que tu peux avoir un impact, sentir que tu peux toi-même, avec ChatGPT, faire des petits trucs, je pense que c'est valorisant. Et en plus, il y a une curiosité ambiante qui fait que dès que tu arrives à craquer un petit truc, avoir une petite initiative, être vraiment un doer, enfin faire quelque chose, c'est valorisé en société, quoi. Comment vous utilisez aujourd'hui l'IA avec Multiplacement? C'est un bon sujet. C'est vraiment un gros sujet où en fait, on a un peu cette FOMO de dire mais forcément, il faut qu'on arrive à ce que ce soit partie prenante du projet, parce que sinon on va être en retard. En interne ou pour les clients? Les deux. Oui. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus facile pour l'interne. Tu vois, pour l'interne, nous, les fiches de poste sont rechallengées avec ChatGPT. Là, on a lancé un portefeuille cette semaine qui s'appelle le portefeuille Cocorico, qui investit dans des boîtes made in France et pour essayer de trouver des angles de com un peu sympas. Tu vas ajouter une nouvelle boîte dans ton portefeuille? On recherche activement des boîtes dans lesquelles investir. Non, mais tu vois, pour trouver un peu des angles de com qui sortent de l'ordinaire, avec de l'émotion. Donc, on le fait un petit peu, mais pas assez, notamment sur la relation client. On se rend compte qu'on l'a dit, il y a un sujet de confiance, de réassurance, d'appréhension. Et on n'a pas encore craqué comment tu pouvais remplacer l'humain, alors que nous, on le voit, le contact de dire il y a vraiment une boîte derrière, il y a 50 salariés, tu t'inquiètes pas, ton argent est là, on saura te conseiller si tu flippes. Ouais, mais c'est un accompagnement psychologique aussi. Non, mais sachant quelque chose qui est important de mentionner, toi, ça fait 4 ans que tu mets un gros accent sur le service client et sur le fait de ne pas avoir de chatbot. Chez Multiplacement, derrière, c'est le service client qui gère. Ouais. Ils ont l'obligation de répondre en 1 minute aux clients. Et d'ailleurs, sur le site maintenant, le nouveau site qui sort en septembre, mais je pense que quand ça sera live, la deuxième tagline, c'est parler avec mieux qu'un chatbot, parler avec un humain 7 jours sur 7. Mais au final, c'est la force. C'est ça que les gens recherchent. C'est avoir ce contact humain-là et justement qui est un petit peu en controverse avec l'émergence de l'IA et donc le fait de parler avec un robot. Mais donc pour te dire, pour répondre à ta question concrètement, sur ce sujet du chat client, ce qu'on essaye de faire, c'est on est en train de faire notre propre IA génératif, d'alimenter avec notre propre ADN, propre pédagogie. Et donc ce qu'on fait, c'est que nous, on a un outil de chat interne, on est en train de brancher l'IA dessus pour que pendant que le conseiller est en train de répondre, l'IA puisse lui dire, attends là, tu dis une connerie, ou là c'est trop complexe, ou là ça va pas. Mais du coup, ça soit à notre service en live, pour que ça reste de l'humain, mais un peu augmenté de l'IA. Comment vous faites tout ça? C'est quelqu'un au sein de la boîte qui développe ou Non, là, on travaille. En fait, on est pas mal démarché par des boîtes d'IA qui se disent on a des boîtes qui ont levé 10 millions, on va essayer de leur vendre nos technos. Donc, on utilise un petit peu leur algo LLM et on essaye de juste imbriquer la surcouche multiplacement qui se veut très pédago, très dans la proximité, dans la vulgarisation et qui ne disent pas de bêtises.
Et donc, c'est plutôt voilà, pour former nos conseillers. Tu vois, mais donc, on injecte une techno externe dans le process motivation. Donc ça, c'est l'application 1 du moment. L'application 2, c'est sur le parrainage. C'est que nous, en fait, le bouche à oreille est un des vecteurs d'acquisition super important. On a 25 000 clients et ça se développe beaucoup grâce à ça. Pour autant, on n'a que 30% de nos clients qui parrainent. En fait, ceux qui parrainent beaucoup. Et il y a 70% qui se disent « mais l'argent, c'est tabou, je connais personne à qui en parler dans mon entourage ». Et du coup, on est en train, avec cette même boîte partenaire, on a créé une petite IA générative sur WhatsApp, où en fait, le parrain, donc moi, je veux te parrainer, je vais créer une conversation WhatsApp avec toi, moi et le numéro de l'IA, et en disant, écoute, j'ai ce pote qui pourrait t'intéresser, mais c'est un peu tabou, ou moi je sais pas bien pitcher mon petit placement, est-ce que tu peux lui dégrossir et l'éduquer. Donc voilà un nouvel usage qu'on essaie d'avoir, mais c'est pas facile d'aller au-delà que du simple usage de ChatGPT pour vraiment que ça soit concret, quoi. D'un point de vue légal aussi, non? Et d'un point de vue légal, en termes de conseils, et même conseils et fiabilité, enfin, quand tu poses des questions, tu peux faire le test, pose des questions sur la fiscalité à ChatGPT, Ouais, il fait plein de fautes. il peut te peut dire faire encore des des fautes. énormités. Donc en termes de risque réputationnel et risque réglementaire, c'est encore trop touchy. C'est pas Ok. assez poussé, ouais. Même en finance, en soi, moi, quand je forme mes étudiants en M&A, tu demandes à ChatGPT, parfois, il te sort des dingueries. Des énormités. Et tu peux pas. Ah, t'as pas le droit à une fois, parce Ouais. qu'en fait, en termes Et de quand tu as un crédibilité. produit comme ça, je pense que le plus important, c'est cette fidélité-là que tu vas créer avec ton client. Il suffit, et en plus, surtout toi, si c'est basé sur du bouche à oreille, il suffit qu'il y en ait un qui dise non, il m'a dit n'importe quoi, j'ai perdu trop d'argent. Ouais. Bah, t'es fichu. T'es fichu. Alors moi, j'utilise toujours pour les questions sur Insta, je fais des questions techniques en finance. Et c'est ChatGPT qui me dit tout. Je lui ai dit, quand Pose-lui j'avais quand fait même 30 la question, posts, est-ce que tu es sûr? Comme ça, il redéveloppe. Non, mais- Parce non, que mais parfois, surtout, quand j'avais fait 30 posts techniques, je lui ai dit, tiens, voici mes 10 posts qui ont le mieux marché. Maintenant, je veux que tu me refasses des posts similaires Ouais. qui augmentent mon nombre de vues. Depuis qu'il m'a généré toutes les questions, les réponses, depuis, je fais jamais moins de 10 000 vues avec ça. Ah, mais ça, il est super. Ah, mais c'est fort. sûr que c'est une machine, mais tu peux pas encore ne pas rechecker ce qu'il te Ouais, c'est propose, ça. t'es obligé de repasser, quoi. En fait, je pense en termes de proposition de contenu, si tu as un bon prompt, au final, il peut te proposer de très belles choses. Mais je pense que oui, il faut quand même. C'est comme un robot qui peut opérer un humain. Je pense qu'on n'y est pas encore. Ça va venir. Il sera peut-être même plus fiable au final qu'un humain. Mais avec la fatigue et tout. Mais voilà, on n'y est pas encore. Et je pense que de toute façon, c'est en devenir. Ouais, totalement. Et mon petit placement aujourd'hui, c'est combien d'encours sous gestion? C'est 155 millions après 4 ans. Donc en gros, j'ai créé la boîte il y a 7 ans, 3 ans de galère pour obtenir les agréments, pour pouvoir se lancer. Est-ce que tu peux en parler de ces 3 ans? Ouais, je pense que c'est vraiment important. Ouais. Parce qu'on parle souvent C'est des hyper 4 ans, un peu, intéressant. enfin, tu vois, des leviers. Avant Bah- que ton business décolle vraiment Ouais. au final. Parce que c'était entre tes 25 et 28 ans. Exactement. Et donc en gros là, donc pour dire, donc 2017, je me lance, enfin j'arrête Natixis après 2 ans. Et en plus, et comme moi j'ai un petit biais ingénieur, j'ai fait une erreur, c'est que j'ai foncé très vite dans la technique, en me disant, j'ai l'impression que le projet multiplacement aura de la valeur si le truc est un peu compliqué, en tout cas derrière. Donc moi je voulais qu'un mec qui mette 1000 euros, en fait il crée un wallet, tu sais, donc comme un compte PayPal, que ce wallet allait sur un compte bancaire et qu'après moi j'allais dire à ce compte bancaire, mais sur les 3-4 produits un peu stylés que j'ai découverts, mais du coup, il fallait découper en tranches de 1000 euros, mettre sur des sous-comptes, enfin, usine trop compliqué. Et en plus, d'un point de vue réglementaire, il fallait avoir des agréments très spécifiques. Donc j'ai fait une grosse erreur de vouloir aller trop vite dans le concret, alors que j'aurais pu prendre un peu de hauteur en disant c'est quoi la valeur? Est-ce que la valeur, elle n'est pas dans l'accompagnement, la pédagogie, la simplicité, plutôt que faire techniquement un schéma de flux financier complexe. Donc ça m'a pris 1 an et demi à peu près à comprendre ça. Et tu vivais de quoi? Bah, du coup, je suis rentré à Lyon. C'est pour ça que maintenant la boîte est basée à Lyon. Donc, j'étais chez mes parents au chômage pendant 1 an. Où vraiment, après, quand tu lances ta boîte, tu n'as pas besoin de beaucoup parce que tu es assez focus. Ouais, Tu t'es pars pas au focus, Club tu fais Med que ça. l'été, quoi. Et au bout d'un an et demi, j'ai quand même pas mal tourné en rond, mais je pense que j'ai une bonne capacité, et c'est un truc très important en entrepreneuriat, à fédérer un peu autour de moi, ou à faire en sorte que les gens croient dans mon projet. Et du coup, j'ai réussi à lever un petit peu avec BPI, avec Réseau Entreprendre, avec quelques petits investisseurs entrepreneurs, tu vois, mes premiers 300 000 – 400 000 euros, qui m'ont permis de prendre le relais du chômage après 1 an. Ce qui était assez dur parce qu'eux, ils ont vraiment investi sur mon CV, sur mes discours lorsqu'on avait des réunions en board, mais pas sur du concret parce qu'au bout d'un an et demi, j'avais encore pas grand-chose, quoi. Donc ça, c'est les premiers 18 mois.
on se rend compte qu'en fait, ça ne marchera pas. Et du coup, on se dit, OK, on va se mettre dans un truc plus traditionnel. Donc, on s'est mis dans le sillage de ce qu'on appelle l'assurance vie. Donc, l'assurance vie qui est un mot pas sexy, très compliqué. On a l'impression que c'est une assurance décès, mais en fait, Très cliché. l'assurance vie, c'est juste un mot très barbare pour dire compte d'investissement. Ouais. Voilà. Donc, et en fait, moi, j'avais un peu ce cliché de dire l'assurance vie, c'est pas sexy, c'est les vieilles banques et tout, alors qu'en fait, c'est un compte d'investissement dans lequel je peux mettre tous les produits financiers qui existent. Et du coup, je me suis branché avec un assureur qui propose des contrats assurance vie. Et là, pour le coup, d'un point de vue technique, c'était beaucoup plus simple parce que on peut interagir avec eux de manière digitale c'était très développé. Et du coup, on a mis 1 an et demi pour le coup à réobtenir des agréments, mais pour un schéma de flux qui était beaucoup plus simple. Et en plus, pour nous, dans ce nouveau schéma, les flux financiers ne passent plus par Multiplacement. Donc quelqu'un qui va placer 2 000 € chez Multiplacement va être débité directement par l'assureur. Et donc en plus, il y a moins de risques financiers, c'est plus sécure pour le client final, donc tout est mieux, quoi. Mais il a fallu encore 1 an et demi pour se brancher avec eux, obtenir les agréments, monter l'équipe. Et donc voilà. Voilà comment j'ai mis 3 ans à ramer un petit peu. Et on avait besoin de fonds pour déployer un petit peu le projet. Mais les investisseurs disaient, bah, t'es sympa, on a déjà mis il y a 1 an et demi de l'argent, et là, tu n'as toujours pas de clients. Donc voilà. Donc il y a eu une petite période un peu galère. C'est ça, et au final, les plus gros projets, c'est comme ça que ça commence. Enfin, t'as pas... Mais je trouve que voilà, c'est important aussi de parler un petit peu des échecs au début ou quand tu patauges un peu. Parce qu'au final, on voit que le beau. Après, tu sais, ah ouais, mais lui, il a fait entrepreneuriat, il a plongé dans ce milieu, donc c'est pour ça qu'il a réussi. Mais au final, tu galères tout le temps au début et je pense que c'est comme ça que tu... Et il faut hein. prendre du plaisir presque là-dedans. En Ouais. fait, si tu ne vois pas chaque gros problème comme un défi, comme un jeu, Ouais. t'es mort. Enfin, nous, on a eu un moment où on devait se lancer avec un assureur, on avait signé, on a fait la com et tout. Un mois avant le lancement, il se fait racheter par une autre banque, donc le truc est tombé à l'eau. Après, on se lance en février 2020. Du coup, on fait toute une com. On avait 2000 préinscrits et tout. 200 premiers clients, les mecs sont contents. Ils disent, allez, on prend le risque, on y va. Covid, donc ils prennent tous moins 30%. Donc en fait, si tu ne te dis pas chaque problème est un petit défi et me permettra dans le futur d'avoir cranté mes marges d'escalier, t'es mort, quoi. Et c'est pas du bullshit, c'est vraiment, il faut apprécier Ouais. la difficulté. Il faut apprécier l'échec aussi, comme Ouais. un moyen de... Comment tu avais fait ta com pour avoir les 2000 préinscrits? On était beaucoup passé par les écoles d'ingé et les écoles de commerce. En fait, moi, à l'époque, j'étais président de mon B2E, donc j'avais pu garder un peu les contacts de ceux qui m'avaient suivi. Et du coup, on avait une 50aine d'écoles d'ingé et écoles de commerce partenaires. Et du coup, on faisait les offres un peu comme Red Bull, tu vois, faisait. Ouais. Ouais. Je sais pas s'ils le font encore, mais Ils à m'ont l'époque, contacté pour bientôt là. bah, c'est ouais, bon bail. Ouais. Red Bull, en tout cas, auprès des étudiants, Ouais. ils ont une énorme communauté. Et du coup, c'est comme ça qu'on avait la première stratégie, ça avait été par les étudiants. Donc, on voit que c'était bien niveau com, mais au final, en termes de transformation, ça mettait un petit peu plus de temps. Donc, c'est pour ça que maintenant, les moyennes d'âge est un peu plus âgées que 22-23 ans. Ouais. En termes d'investissement que tu peux mettre aussi, enfin, Ouais. premier apport en quelque sorte. Tu as une plus grande capacité Forcément. en tout début de ta vie active quand tu as ton premier stage, quoi. Et peut-être avant de passer au jeu, j'avais une question parce que forcément, moi, je travaille avec les étudiants dans la finance, etc., donc investment banking. Et on parle beaucoup de lifestyle, d'horaires compliqués, tu finis tard, tu n'as pas de vie. Et parfois, on a un petit peu l'image de l'entrepreneuriat qui est biaisée, je trouve. Enfin, certaines personnes disent « Ah ouais, trop bien, il est entrepreneur, il gagne plein d'argent et il est chill ». Justement, j'aimerais peut-être revenir là-dessus parce que voilà, cette différence entre quand tu étais en investment banking où peut-être que tu avais des horaires peut-être un peu plus poussés, enfin, tu avais des gros horaires, mais au final, quand tu rentrais chez toi, tu fermais l'ordi et tu dormais tranquille. VS, quand tu as commencé l'entrepreneuriat, où justement tu disais, surtout au début, bon, je pense encore aujourd'hui, où tu es extrêmement focus et tu penses à rien d'autre. Ouais, bah, en tout cas, moi, j'ai vécu le phénomène inverse. C'est-à-dire que Ouais, c'est ça. comme j'ai commencé aux États-Unis, après, ils ont que 2 semaines de congé. Donc, en fait, Oui. ils finissent à 18h. Et si tu finis après à 18h, c'est que tu n'es pas efficace dans ton travail. Exactement. Donc, moi, j'ai vraiment vécu l'investment banking comme je fais mon 9h, 18h et après, je vais au rooftop. Donc, Ouais, vraiment, oui. tu as la vie après, quoi. Alors qu'effectivement, l'entrepreneuriat, mais c'est pas la différence, c'est que c'est pas subi, en fait. Bah oui, c'est ça, Et tu bosses pour toi, voulu, donc c'est tu ton bosses projet. pour toi. Et même, moi je le vois dans les équipes, enfin Raph, à l'époque, je suis intéressé d'avoir ton témoignage, mais même les gens qui sont pas entrepreneurs, mais qui sont dans l'équipe dirigeante ou même pas, qui arrivent, en fait, comme tu vois ton impact, comme c'est un accélérateur de carrière de dingue,
tu n'as plus du tout cette même relation aux horaires, quoi. Tu le sais que tu le fais pour toi parce que la boîte te permet d'aller plus vite, d'apprendre plus, de te faire un réseau plus rapidement. Tu vois, si je suis là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on a tous les deux déployé un réseau grâce à l'entrepreneuriat. Donc, c'est plus du tout le même. Les horaires sont plus vécus et subis de la même manière, même si moi, ça fait 7 ans et je travaille encore malheureusement souvent le samedi pendant la sieste de mes deux petits gars parce que en fait, tu passes pas du jour au lendemain à une boîte où tu as un comité exécutif avec 10 seniors exécutifs et toi, tu peux être là. Enfin, ça arrive. Ça, c'est sûr. Et puis même, de toute façon, c'est dur de déléguer au début, surtout au projet. Puis même, tu es toujours impliqué au final. Tu es toujours impliqué et surtout, en tout cas, nous, dans notre cas, c'est une boîte où on essaie de pas mal miser sur l'aspect communautaire. En fait, la communauté, elle est quand même souvent incarnée. Et c'est pas un truc où moi, je peux dire à une respo communication, voilà comment… le truc, parce que c'est subtil, il faut avoir un peu d'expertise, un peu de proximité avec la communauté, et ça passe souvent par moi, tu vois. Et du coup, ça, c'est pas trop remplaçable, donc effectivement, ça prend l'énergie, quoi. Ouais, j'ai plein de questions après à te poser un peu sur la gestion d'une boîte, tout. Et avant ça, on peut Après. faire le petit jeu. Ouais, on va faire un petit vrai-faux. Allez. Sur des questions un peu tricky. J'espère qu'elles vont pas te mettre trop mal, ça devrait aller. Mais voilà. Pousse-moi dans mes retranchements. Allez, Chiara. Ok, let's go. Investir en bourse en 2024 est facile. Ouais. Investir 50 € par mois, ça vaut pas le coup. Faux. Archi faux. Les écoles de commerce apprennent à investir. J'ai pas fait l'école de commerce, mais je dirais non. Ou école d'ingé, pareil. Ah non, faux. L'éducation financière est naze en France. Je veux dire vrai malgré tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Investir en bourse alors que tu n'y connais rien, c'est une mauvaise idée. Faux. Archi faux aussi. Ok, je retiens. Pour atteindre le million en bourse, il faut investir 500 000 €. Faux. La bourse est un meilleur investissement que l'IMO. Vrai. Si on enlève l'effet de levier, vrai. Les plus gros investisseurs sont ceux qui prennent le plus de risques. Alors, je sais pas si c'est les plus gros, mais en tout cas les plus successful, oui. Les plus riches, quoi. Une entreprise doit toujours privilégier la satisfaction des actionnaires avant celle des employés. Moi, je t'aurais parlé de la satisfaction des clients surtout. Ouais. Enfin, en tout cas, il y a un vrai débat. Et nous, on échange souvent sur est-ce que c'est actionnaire 1, employé 1 ou client 1. Et en fonction des personnes et des phases d'une boîte, ça peut évoluer, ça. Alors, fais-moi le classement client, actionnaire, employé. Là, si je devais le faire aujourd'hui, je te dirais client, employé, actionnaire. Ah ouais. Ouais, j'espère que mes actionnaires ne sont pas des Énorme. étudiants qui… Allez. Pas que les étudiants nous regardent. Dernière question, la plus dure. Multiplacement est la meilleure fintech française. Bah vrai. Bien sûr. Je ne vais pas te dire l'inverse. Ok. Très Pas mal. clair. Pas mal de controverses, je ne m'attendais pas à tout. Ouais. Non, franchement, bah ouais, non mais pas mal, mais on va pouvoir y revenir. Mais d'ailleurs, moi, je vais peut-être revenir sur la dernière question, puisque comme je disais, en école, je trouve que on nous donne un socle, mais on t'apprend pas, tu vas te vendre, même quand tu parles à quelqu'un, tu vois, même en entretien, il faut que tu te vendes. On me dise, ouais, j'ai envie d'investir dans cette personne, j'ai envie qu'il me rejoigne et tout. Tu dis que mon petit placement, c'est la meilleure fintech en France. Est-ce que tu peux nous… Puisqu'en plus de ça, tu as levé récemment aussi. 10 millions. Ouais, 10 millions. Est-ce que tu peux nous pitcher mon petit placement en 2 minutes? Comme si on était des actionnaires Tu pour dois que nous convaincre. tous les futurs CEO, ils sachent comment pitcher une boîte en 2 minutes et procurer Et des limite, émotions. moi-même, je dirais pitcher à des gens qui y connaissent rien, tu vois, et tu dois gagner leur confiance. J'ai beaucoup de contraintes. Vous êtes actionnaire, mais je le tente. Ouais. Qu'en fait, si je devais vous pitcher mon aventure, et je vais faire un peu des deux côtés de l'intérieur, c'est que je pense qu'il faut parler avec ses tripes. Il faut réussir à mettre de l'émotion, et le meilleur moyen de mettre de l'émotion, c'est de parler très sincèrement. Et en fait, raconter la vérité. Et je pense que la vérité, c'est que moi, j'ai découvert par la chance que j'ai eue d'avoir un peu un univers financier, que c'est unfair, qu'il y a des gens, parce qu'ils ont plus d'argent, parce qu'ils sont plus éduqués, parce qu'ils sont mieux accompagnés, parce qu'ils ont plus de temps, qui vont plus gagner d'argent que d'autres. Alors qu'en fait, il n'y a pas d'éléments factuels qui justifient ça. Donc moi, je pense, un peu en tant que Robin des Bois, qu'on peut inverser ce chose. Et je ne suis pas du nouveau fonds populaire à dire on est les 1% ou on est les 99 qui vont retourner les 1. Je pense juste qu'il
il n'y a pas d'éléments qui permettent de mettre des gens de côté. Et du coup, moi, je veux redonner le pouvoir à des Français qui ne sont pas initiés, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas forcément beaucoup de patrimoine, mais qui doivent quand même pouvoir faire 10% de performance par an, qui doivent pouvoir préparer leur avenir et avoir, eux aussi, 100, 150, 200 000 euros à leur retraite en ayant commencé petit et très jeune. Donc voilà un peu, je ne sais pas si vous avez piché mon petit placement, mais en tout cas, ce qu'il y a dans mes tripes, l'injustice de départ, qui fait que faut y aller. Et au final, ce qui est hyper intéressant, c'est quand tu parles de justement manque d'information et injustice. C'est les deux gros sujets aujourd'hui qu'on va retrouver même aussi dans les écoles où il y a des étudiants qui baignent déjà dans le milieu, donc accès à l'éducation. Et au final, c'est un sujet qu'on retrouve tout au long de notre vie, dans différents sujets d'ailleurs, que ce soit dans l'immobilier, dans l'investissement en bourse. Et justement, j'aimerais rebondir un petit peu là-dessus, puisque je t'ai posé la question justement, est-ce que quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, c'est une mauvaise idée qu'il investisse en bourse? Justement, est-ce que, quels sont les conseils, en tout cas, Moi, je pense que c'est vraiment une bonne idée, même si tu connais rien. La seule différence, c'est le montant. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu ne connais pas du tout, mets que 100 ou 200 euros. Mais le meilleur moyen d'apprendre, c'est en faisant. C'est en prenant une crise de 2008, de prenant le Covid à -20, en disant putain mince, ça fait chier, ça fait mal, en essayant de rebondir, te posant des questions, te renseigner. C'est le meilleur moyen de te lancer. Sinon, en fait, il n'y a jamais de bon moment. Tu vas être plus initié, tu vas avoir plus d'argent, tu vas dire maintenant j'ai 10 000 euros, attends, est-ce que je vais vraiment les mettre en bourse ou est-ce que je les mets en IMO, c'est plus sûr. Donc comme il n'y a jamais de bon moment, vas-y. Et commence petit si tu ne connais pas. Il ne faut pas que ça t'empêche de dormir, mais je pense vraiment que c'est un bon moment. Et si tu n'as pas le temps, dans ce cas-là, tu fais comment? Et donc, en fait, tu as deux moyens d'investir en bourse. Soit tu y vas en direct, donc il y a des apps plus de trading, entre guillemets. On connaît bien Boursorama, Trade Republic, par exemple, pour citer un autre concurrent. Où là, c'est toi qui vas faire un peu tes courses, tu vas faire ton marché. Ou tu as des boîtes plutôt comme Multiplacement, où là, en investissant chez nous, tu vas être exposé un peu à la bourse, mais c'est nous qui faisons la sélection est-ce qu'on investit aux US, est-ce qu'on investit en Chine, est-ce qu'on investit dans la tech, est-ce qu'on investit dans l'industrie. Donc toi, tu investis en bourse, mais sans avoir à passer du temps, à avoir l'expertise. Mais on va essayer de te donner le rendement de la bourse, qui est à peu près 8% par an, quoi. Donc tu as ces deux moyens. Et nous, souvent, ce qu'on recommande, c'est de faire un peu des deux. C'est d'avoir l'aspect un peu ludique, pédagogique et un peu l'adrénaline de le faire tout seul. Mais pas trop parce que on sait que c'est dur sur le long terme, il y a souvent tes émotions, tu vas potentiellement faire des erreurs et délègue la plus grosse partie à un gérant qui va le faire pour toi. Et tu t'adaptes aussi à leur aversion au risque, j'imagine. Tu t'adaptes à l'aversion au risque, au projet, à la sensibilité environnementale ou pas, à la classe d'actifs, entre guillemets. Donc il y a des mecs qui peuvent dire, moi j'aimerais investir un peu dans des entreprises non cotées, plutôt dans les startups, plutôt dans des boîtes de la tech. Donc tu t'adaptes à tout et tu fais le meilleur possible, sachant que sans faire trop de pub, mais nous, chez Multiplacement, ce qu'on a décidé pour être rassurant dans le discours, c'est que notre rémunération, elle est basée sur les gains justement de nos portefeuilles. En disant non seulement tu as la tranquillité d'esprit en passant par nous, mais on veut te montrer que nous, on croit, c'est que notre rémunération, elle est basée sur les gains de nos produits. Okay. Ouais. Et c'est quoi aujourd'hui les différentes étapes en 4 ans qui t'ont fait passer de 0 à 165 millions sous gestion? Les étapes, il y a pas mal de trucs. Nous, le gros du modèle, c'est de faire de la masse, donc d'aller chercher plein de petits placements, donc c'est dès 300 euros. Et en revanche, d'acheter de la récurrence, c'est-à-dire que tu peux remettre chaque mois, et tu vois, sur nos 25 000 clients, il y en a 90% qui chaque mois sont prélevés. Donc en fait, nous, on a un effet boule de neige de dingue. Une fois que tu as embarqué plein de petits clients, tu es un peu plus sur un paquebot qui avance de manière régulière. Donc en gros, le gros enjeu pour nous, il est de réussir à se faire connaître. Donc tu as un enjeu un peu notoriété, réassurance, confiance. Donc pour ça, ça passe par tes clients, il faut qu'ils soient satisfaits, par le service client, d'où le fait que nous, on met des humains, même le dimanche, parce qu'il faut, même quand tu as des problèmes, même quand les perfs ne sont pas toujours là, si tu as un humain, c'est quand même générateur de beaucoup de satisfaction. Donc il faut des clients satisfaits par le service et par la performance. Et nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est les médias. En fait, quand tu as un article dans Les Échos, Le Monde, quand on est passé 2 fois aux 20h TF1, en fait, en termes de boost, pas forcément d'acquisition tout de suite, mais de crédibilité, de confiance, c'est vraiment un tampon de dingue. Donc la presse… Tu passes souvent sur BFM ? On va souvent sur BFM, même si BFM, c'est quand même très un peu des experts. Tu vois, nous, notre gros enjeu, c'est d'arriver à passer sur des médias ou des podcasts comme vous qui vont toucher le grand public. Tu vois, pas forcément les experts, parce que c'est là où
mon petit placement a sa cible. On a des concurrents qui vont chercher les mecs qui ont 50 ou 100 000 euros à placer. Nous, on les laisse. Nous, on veut les chercher 90% des Français qui ne sont pas éduqués, qui ne sont pas touchés, quoi. Ouais. Ok. Ouais, tous les étudiants en école de commerce. Il y a toujours l'offre jeune? Il y a toujours l'offre jeune, effectivement, c'est un très bon point, qui du coup permet d'investir des 100 euros et pas des 300 euros pour les moins de 25 ans. Voilà, et justement, je rebondis peut-être, je sais pas Raph, si tu veux le poser la question, mais tu disais justement, on peut placer 50 euros tous les mois et ça vaut le coup. Justement, quel est le petit conseil que tu donnerais aux jeunes qui nous regardent et qui n'y connaissent pas forcément grand-chose, même tu vois, en seconde, en troisième, peu importe. Ouais, il faut commencer tôt, parce que ça permet d'avoir un effet boule de neige. Alors, je vais dire un peu une bêtise, mais je crois, nous, on a fait des simulations pour nos offres mineures en disant, si tu commences à mettre 70 euros par mois à ton enfant à sa naissance, à ses 18 ans, il aura à peu près 30 000 euros de côté. Donc, tu pourras payer une partie de son école de commerce en commençant tout petit. Donc, tu as un effet boule de neige, tu as un effet intérêt composé, sans rentrer trop dans la technique, mais si tu mets 100 euros qui font 10%, et ben l'année prochaine, tu as plus 100 qui vont travailler, mais 110. Et donc, les 10 que tu n'avais pas, qui n'étaient pas à toi, eux vont te faire 1 l'année prochaine. Donc, tu as vraiment un effet boule de neige. Donc, tu as l'effet accumulatif, l'effet des intérêts composés, et l'effet pédagogie, expérience, cours d'apprentissage, parce que tu vas apprendre en faisant. Donc même si c'est 20 balles par mois, parce que des plateformes, nous, c'est 50 euros, mais il y a des plateformes qui permettent de faire des 20 euros, c'est très important de commencer tôt, parce que quand tu auras de plus grosses sommes, tu auras cette courbe d'expérience qui fera que tu feras encore mieux avec ton épargne, quoi. D'ailleurs, j'étais en train de regarder ça la dernière fois, mais bon, j'ai pas trop trouvé. Moi, ce que j'adore avec mon petit placement, tout ceci n'est pas une pub d'ailleurs, hein. C'est juste là, vraiment, échanger pour Je pouvoir pourrais connaître. citer des concurrents s'il faut aller voir d'autres plateformes pour comparer, quoi. C'est tu ça. l'as déjà fait en plus au début. Trade Republic, Yomonine, Allo. Si vous regardez. Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que tous les mois, vous me prélevez 100 euros, je m'en fiche, je sais que c'est prélevé. Des plateformes qui permettent de connecter tous tes investissements. Si je veux investir chez mon petit placement 100 euros et automatiquement chez une autre 100 euros, est-ce que c'est possible ça aujourd'hui? Ouais, tu as des agrégateurs qui te permettent, des agrégateurs de patrimoine qui te permettent d'agréger. Il y a un gros, mais qui devient un peu un concurrent, donc je le cite, mais il me fait un peu plus mal, qui s'appelle Finari. Finaris, ce que j'allais dire. par Ouais. exemple, Je me suis dit, ce que Qui je vais font dire. non, ils font un super boulot. Donc eux, ils sont agrégateurs de ton patrimoine, donc ils te permettent, peu importe où sont tes comptes d'épargne, de tout centraliser. Aujourd'hui, ils faisaient que agrégateurs. Maintenant, je crois qu'ils veulent aller aussi en proposer leurs propres produits. Comme nous, c'est en sens qui viendraient concurrents. Mais ouais, il y a plein d'apps qui font ça. Et d'ailleurs, nous, on le voit. C'est un vrai sujet parce que, alors peut-être pas quand tu es étudiant, mais quand tu commences à avoir 30-40 ans, que tu as testé différentes fintechs, différentes solutions, c'est un peu chiant d'avoir 4-5 comptes à droite à gauche. Donc, C'est ça, c'est ça, en vrai. Ouais. C'est ça, les gens, ils aiment bien avoir, Ne rien voir faire. tout l'argent que tu as un sur truc une seule et même centralisé de plateforme. manière. C'est pour ça Parce que que si c'est comme d'investir, quand- c'est ouais. facile en 2024. C'est comme quand tu sors de l'argent de ton compte en banque pour le mettre sur une autre plateforme. Quand tu vas voir ton compte en banque principal, on va dire, tu dis, ah merde, putain, j'ai enlevé 20 000 balles, alors que tu les as juste investis quelque part d'autre. Ou même moi, ça m'était arrivé, j'avais une petite somme, c'était dans les cryptos, rien à voir, pas sur Binance, sur un autre truc. J'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'avais zappé Que tu avais un compte. que j'avais un autre compte, Ouais. tu vois. Moi aussi. Ouais, entre tous les mots de passe et tout, tu t'y perds, donc c'est cool d'avoir un truc centralisé. Et toi, d'un point de vue gérant, fondateur, quand on a 150 millions sous gestion, qu'est-ce qu'on fait en tant que CEO? Putain, Quotidien. on fait pas mal de choses, surtout en ce moment, on est dans une période où on vient de finir lever de 10 millions, donc tu peux dire soit c'est bon, la boîte va pouvoir se tranquilliser, soit en fait tes 10 millions, il faut les rendre à tes actionnaires avec des bénéfices, donc en fait tu dois réaccélérer. Donc là, pour te dire, si je prends juste sur cette semaine type, j'ai eu un board avec mes actionnaires, en l'occurrence mon board trimestriel. On a eu un comité d'investissement hier, donc nous chez Multiplacement, en fait on n'a pas de trader. Mais les portefeuilles, on fait appel à 5 gérants externes indépendants. Et chaque trimestre, on a 1h30 avec eux. Ils nous disent voilà un peu ce qu'on pense de la macroéconomie aux États-Unis, voilà l'impact des législatives en France que ça peut donner. Et donc voici un peu nos convictions. On pense que la tech est un petit peu chère, que les pays émergents, il y a des opportunités, que l'Europe est un peu sous-cotée. Et donc à partir de ça, on crée nos portefeuilles d'investissement qui nous permettent de s'assurer qu'on va prendre de la commission de performance. Donc j'ai eu un truc un peu d'expertise métier. Et on lance un nouveau produit qui s'appelle le plan épargne retraite à la rentrée. Donc je travaille beaucoup sur ça en ce moment. Je pilote ce sujet. Et dernier point, on fait tout un rebranding. Donc on change le logo, on change les couleurs, on change le site internet qui sort en septembre. Et donc je suis aussi pas mal impliqué là-dedans. En plus de toute la partie management, parce que j'ai un directeur marketing, directeur des opérations, directeur technique, directeur financier, directeur RH. Donc voilà. Mais moi j'essaie de me garder
des sujets un peu métiers, comme je l'ai dit, sur les marchés, les nouveaux produits et tout, parce que c'est vraiment ce qui est excitant plutôt qu'être juste dans la gestion et dire comment vont les comptes. Là, je vous ai fait les côtés sympas, parce que c'était une semaine active avec des sujets intellectuellement intéressants, mais il y a aussi beaucoup de trucs admin, des collaborateurs qui s'en vont. On a eu récemment un hacker qui a essayé de craquer 150 000 comptes. Donc il n'a pas réussi, mais ça a fait tomber le site internet parce qu'il a fait toutes les demandes. Donc tu as des sujets comme ça. Donc tu as beaucoup de sujets autres à gérer. Mais moi, je les vois comme les crackers, soit les petits jeux. Donc beaucoup essayer de gérer les relations avec tout le monde. Si on... Ouais, bah, en tout cas, ton job en tant que CEO d'une startup qui n'est pas une PME qui tourne, c'est d'arriver à fédérer. Et c'est d'arriver à fédérer derrière toi, que ce soit tes actionnaires, il faut qu'ils aient confiance en toi, tes collaborateurs ou tes clients et le marché, quoi. Et donc, ce qui est assez dur, parce que tout n'est jamais rose, tu vois. Ouais. Et en interne, parfois, les mecs se disent ouais, ça va pas aussi vite qu'on voudrait. Les clients peuvent se dire attends, ok, vous faites plus 8%, mais le marché a fait plus 10%, ça va pas. Les actionnaires disent ok, mais accélérez un peu, tu vois. Et donc, il faut réussir à être un peu, toujours inspirer l'optimisme et la confiance, sans être déconnecté de la réalité, parce que sinon les mecs se disent ok, lui il est en train de partir en burn-out, il pense que tout va bien alors que ça ne va pas. Donc voilà, donc c'est effectivement, si je devais résumer d'un point de vue un peu philosophique, c'est ça mon vrai job, mais qui opérationnellement se décline avec les petits trucs concrets. Ouais, ok. Et c'est finalement par les petits trucs concrets où tu as commencé et c'est ça qui t'animait, quoi. C'est ça qui avait que ton projet. Je pense que c'est ça la difficulté quand tu deviens CEO d'une grosse boîte, enfin d'une belle start-up, que tu commences à avoir beaucoup d'employés, beaucoup d'argent sous gestion. Au final, l'essence même de pourquoi tu allais lancer ce projet, donc le truc vraiment technique, on va dire, bah, tu dois apprendre à déléguer. Et je pense que c'est l'étape un peu... c'est l'étape importante pour scaler, mais c'est aussi l'étape où tu dis... Ah oui, C'est un très bon point. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'est un peu reproché. Que trop de trucs repassent par moi. Pourquoi les gens ne peuvent pas être plus autonomes dans les projets et tout. Et c'est lié, c'est des deux côtés, tu vois. Les équipes se disent c'est plus facile de passer par Thomas parce que moi, c'est lui qui prend la responsabilité. Ouais, bien sûr. Et moi, ça m'arrange aussi parce que c'est ce qui intellectuellement est plaisant plutôt que d'être. Ça me rassure et c'est ce qui est sympa. Mais tu as raison, c'est une vraie difficulté qu'on m'a toujours dit, tu vois, mais que j'ai jamais voulu écouter parce qu'en fait, moi, quand on me disait ça, je disais ouais, mais en fait, quand j'aurai ce problème, c'est que j'aurai une boîte de 50 personnes et tout, et je serai content. Donc, je me suis jamais vraiment préparé. Maintenant, on est un peu dedans et j'avoue que c'est vraiment très compliqué. Parce que c'est des habitudes que tu as pris toi et que tu as données aux équipes et qui ne se changent pas Et du tout tu comme te ça. dis, le client, il croit en moi. Enfin, moi, je vois ça quand je coach mes étudiants. Là, on est en train de mettre des mentors. J'ai énormément de mal à décrocher ou pas répondre à mes étudiants. Enfin, pour moi, c'est hyper dur. Ouais. Et au final, quand tu dois scaler parce que tu dois t'occuper, tu dois fédérer. Fédérer une équipe, c'est hyper important. Enfin, c'est la base pour que ça fonctionne. Tu dois te dire, OK, il faut que je délègue. Et je pense que c'est vraiment l'étape supérieure ensuite pour faire croître encore plus ta boîte. Ouais. Et pour rentrer enfin dans le cliché de l'entrepreneur qui est chill. Parce que du coup, moi, j'ai une charge mentale de dingue. Parce qu'en fait, tu veux un peu checker tout, s'assurer que ça va. Moi-même, je fais encore un peu de chat, tu vois, sur les clients pour essayer de sentir un petit peu le sentiment, la satisfaction. Mais du coup, en termes de charge mentale, c'est sûr qu'à un moment, il faut réussir à faire descendre le truc, quoi. C'est quoi aujourd'hui tes qualités en tant que bon CEO? Putain, je pense que les actionnaires me disent que je suis un bon leveur de fonds. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne qualité, mais en tout cas, Ouais. historiquement, on a eu des moments compliqués et tout. Mais moi, du coup, quand ils me disent ça, j'arrive en tout cas à fédérer derrière mon histoire, quoi. Donc, je pense Convaincant. Ouais, j'arrive à... Je pense que c'est la confiance aussi, en vrai. Je pense qu'il y a un sujet sur ça. Je pense que d'un point de vue humain, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, en tout cas, je m'amuse à essayer de répliquer l'ambiance un peu d'un B2 avec tout le sérieux que doit avoir une boîte qui a levé près de 20 millions en tout, mais d'essayer de créer une atmosphère. Enfin, en fait, la boîte peut tomber du jour au lendemain. Ce qui restera, c'est d'avoir créé une communauté. Pour l'anecdote, ce soir, on a notre première soirée alumni mon petit placement où on a invité, alors tout le monde n'est pas là, mais on a invité plus d'une centaine de personnes qui sont passées par l'équipe. Et en fait, avoir créé ça, je me dis, même si la boîte tombe demain, j'aurai toujours ça qui restera Yonda. Donc, Ouais, très sympa. On est tous, moi, je suis content de venir et revoir tous les anciens, quoi. Donc voilà, donc les qualités, je dirais, réussir à fédérer une équipe dans une ambiance qui se veut pas sous pression, mais qui est intellectuellement challengeante, tout en étant agréable humainement, et réussir à fédérer et lever des fonds pour la partie externe, quoi. Ok, putain,
C'est bien, c'est une belle réponse. Ouais. Et peut-être bientôt pour clôturer l'épisode, justement, on parlait d'éducation financière, bon, naze ou pas en France. Si justement, toi, tu étais ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu changerais? Bah, c'est marrant parce qu'on a eu on fait une fois par trimestre des journées brainstorm avec mon comex en disant si vraiment on sortait un peu de l'opérationnel, on était hyper ambitieux, on voulait être le Doctolib de l'investissement, tu vois, ou le Lydia. Qu'est-ce qu'on ferait? Bah, nous, on s'est dit justement, on voudrait faire un partenariat avec l'Éducation nationale pour que l'Éducation nationale ouvre un compte d'investissement avec 100 € pour tous les Français et que nous, on puisse accompagner à placer ces 100 € parce que, comme je l'ai dit, je pense que tu apprends en faisant. Et donc, je pense que plus que faire un cours d'éducation financière sur qu'est-ce qu'une action, qu'est-ce qu'une obligation, qu'est-ce que la bourse, je pense que donner 100 balles et faire un partenariat avec Multiplacement, une plateforme pour aller tester, ça serait vraiment par la pratique, ça serait vraiment un truc bien. Donc voilà, que je sois ministre des Finances ou ministre de l'Éducation nationale, c'est un des trucs que je ferais. Ouais. Trop bien, en vrai, c'est stylé. C'est original. J'appelle le futur qu'on ne connaît pas encore ministre de l'Éducation nationale à réfléchir parce que je pense que le sujet d'éducation financière est un sujet vraiment important et un bagage on parle beaucoup d'égalité, d'ascenseur social. Et ben, ce sujet d'épargne est vraiment, nous on le voit chez Multiplacement, il y a vraiment deux mondes, quoi. Ouais, clairement. Ouais, ok. Bon, on va finir peut-être Par la question. par la dernière question, mais je crois que tu y as un petit peu répondu. Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre à l'école qu'on ne t'a pas appris? Je pense que, ce que j'ai dit tout à l'heure sur aimer la difficulté. En fait, être préparé à avoir des situations d'échec et commencer à avoir des réflexes, un peu de méthodo pour dire ok, comment j'appréhende un problème qui n'est pas qu'un problème théorique scolaire, parce que j'imagine qu'on a tous été en difficulté devant des exos, devant des dissertes en français, mais juste de dire ok, je te prépare psychologiquement à tu vas avoir des cas dans ta vie, et que ce soit pro ou perso, tu vas penser qu'il va se passer ça, en fait il va se passer ça, et quand tu vas être au plus bas, il va encore arriver un truc pire. Comment tu peux réagir, comment prendre de la hauteur, comment se faire conseiller à l'externe. Et je pense que s'il y avait un peu de coaching à la résilience, je pense que ça serait mortel, parce que ça servirait à tout le monde, quoi. Entrepreneur ou pas entrepreneur. Ouais, clairement. Même tout ce qui est développement personnel, ça devient un sujet un peu important aujourd'hui dans les nouvelles génées. Et là aussi, moi, je serais très content d'être coach des profs sur qu'est-ce que la résilience, comment on inculque ça et en quoi ça va être une valeur super importante. Ouais, c'est la valeur numéro 1 de Multiplacement aussi, non? C'est une des grosses valeurs, ouais. Il y en avait 4. Ouais, il y en avait 4. Et la résilience, pour l'interne, pour ce que je l'ai dit, les 3 ans on a galéré, puis on s'est lancé le Covid, puis il y a la guerre en Ukraine, puis l'inflation. Donc en fait, on vit avec les galères et donc la résilience. Et aussi pour nos clients, parce qu'en fait, ils investissent sur les marchés, donc les marchés, c'est pas toujours à la hausse. Et donc on veut qu'eux aussi soient résilients et que s'ils mettent 1000 balles et que ça devient 950 au bout d'une semaine, qu'ils ne ferment pas leur compte et qu'ils aient confiance dans l'avenir, qu'ils soient résilients, quoi. Ouais, de fou. Bah, juste, on va aussi finir par ça. Sur les 4-7 dernières années, ça a été quoi ta plus grosse galère? Là, en ce moment, j'en ai une belle. Là. Je ne sais pas si ma plus grosse galère, c'est ce que je dis, c'est quand on devait lancer et que la banque nous a dit ciao, parce que là, en fait, j'avais 6 salariés, levé de l'argent et j'avais vraiment plus rien après 2 ans. Là, j'ai une bonne galère du moment, mais tu as souvent le biais de ce qui arrive à court terme, te semble plus impressionnant. Je t'en donne 2. Il y en a une du moment, c'est que toute notre équipe marketing est partie. Ah ouais. Pour différentes raisons. On en a mis quelques-uns dehors, il y a des greffes qui n'ont pas prises. À un moment où, il y a 2 mois, on a fini de lever 10 millions. Tu vois, donc on est à ce moment où les actionnaires disent c'est bon, c'est là, on va faire de la télé, des campagnes et tout. Et nous, on est moins qu'en 2020 quand la boîte s'est lancée, tu vois, parce que c'est moi qui gère les budgets ads et tout. Donc ça, c'est une galère ponctuelle. Et non, on a une grosse galère, c'est qu'on a dû faire un plan licenciement l'année dernière. On a enlevé sur 60 personnes, à l'époque, on a enlevé 15 personnes. On était… Ah oui, tu étais encore là, ouais. On était en procédure de conciliation pour essayer de limiter un peu nos dettes en attendant d'espérer de lever des fonds. Et pour l'anecdote, on a fait un séminaire, je crois, où tu étais là en juillet dernier. Je suis arrivé un jour en retard parce que j'étais au tribunal de commerce avec le président du tribunal de commerce pour essayer de voir comment il pouvait accompagner Multiplacement dans cette période délicate. Donc aujourd'hui, on est proche de la rentabilité, on a relevé 10 millions, on a une équipe soudée, mais c'est sûr qu'il y a eu des moments où le précipice, il est vraiment pas loin. Et dans ce cas-là, il faut être résilient, serein et avoir confiance dans l'avenir. Surtout il faut quand être optimiste, ça touche de dur. Ouais. Quoi. Donc, Ok. ouais.
Ouais, c'est Voilà. grave Trop bien. Philosophie. Merci Thomas pour Merci Thomas. Bah, c'est merci hyper pour cool. l'invite. tous ces insights. J'espère que ça Retour. vous servira et que vous avez bien écouté, parce que franchement, je pense que ça va en aider plus d'un. Je pense ouais, c'est un épisode un peu différent des autres, mais bien plus. Ouais, il y a plein de Axe, conseils ouais. et tout, et j'espère que le futur ministre de l'Éducation nationale l'aurait. Chers Français, chères Françaises, bonne journée à tous Bonne journée, à très vite. et abonnez-vous. Ciao.